Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Sans les mains de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Première partie. Suffolk. Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voile qui dérivait tout près de la côte du Suffolk. C'était le corps d'un homme entre deux âges, un petit cadavre pimpant. Son linceul, un costume sombre à fines rayures qui épousait sa maigre silhouette, aussi élégant sur le mort qu'il avait été sur le vivant. Hormis leur bout renforcé légèrement éraflé, ses chaussures sur mesure continuaient à briller et une cravate de soie était nouée sous sa pomme d'Adam proéminente. Cet infortuné voyageur avait pris soin de s'habiller correctement pour la ville, non pas pour la mer déserte, non pas pour la mort. C'était un début d'après-midi de la mi-octobre. Ses yeux vitreux étaient tournés vers le ciel d'un bleu surprenant où une brise du sud-ouest chassait quelques nuages déchiquetés. Sans mât ni dame de nage, la coque de bois bondissait doucement sur la houle de la mer du Nord, de sorte que la tête du cadavre bougeait et roulait comme celle d'un dormeur agité. Déjà banale de son vivant, la figure du mort n'exprimait plus qu'une pitoyable vacuité. L'homme avait des cheveux blonds clairsemés au-dessus d'un haut front bombé et un nez si étroit que l'arête blanche semblait sur le point de transpercer la chair. Petite et mince, la bouche s'entr'ouvrait, révélant deux incisives pointues qui donnaient à l'ensemble du visage l'air dédaigneux d'un lièvre mort. Encore saisi par la rigidité cadavérique, ses jambes étaient tendues de chaque côté du puits de dérive et l'on avait posé ses avant-bras sur le banc de nage. Ses deux mains étaient tranchées à hauteur des poignets. L'homme avait peu saigné. Sur chaque avant-bras, un filet de sang avait dessiné un réseau noir entre les poils raides. Le banc de nage était couvert de taches sombres, comme s'il avait servi de billot. Cependant, le reste du corps et les planches de l'embarcation étaient immaculés. La main droite avait été coupée proprement. On voyait luire l'extrémité blanche et arrondie du radius. La gauche, par contre, avait été massacrée. Des éclats d'os irréguliers, aussi fins que des aiguilles, saillaient de la chair qui se retroussait. Avant de procéder à cette boucherie, on avait relevé les manches de la veste et de la chemise, et une paire de boutons de manchette en or gravé d'initiales pendait des poignets de tissu. Ils tournaient lentement sur eux-mêmes, étincelants au soleil automnal. Le canot, dont la peinture pâlie s'écaillait, dérivait comme un jouet abandonné. À l'horizon, la silhouette découpée d'un caboteur glissait vers Yarmouth. Sinon, la mer était vide. Vers 2 heures, un point noir traversa le ciel. Il fonçait vers la terre, traînant un léger panache blanc. Un vrombissement aigu déchira l'air. Quand ce bruit s'estompa, on n'entendit plus que le clapotis de l'eau contre la coque du bateau et, de temps à autre, le cri d'une mouette. Soudain, le canot tangua violemment, puis se stabilisa et tourna. Comme happé par le courant, il se mit à suivre une direction plus précise. Une mouette à tête noire qui s'était posée à l'avant et restait perchée là, aussi immobile qu'une figure de proue, s'éleva avec des cris aigus et commença à décrire des cercles au-dessus du corps. Lentement, inexorablement, le petit bateau fendait l'eau, emmenant sa macabre cargaison vers le rivage. Ce même après-midi, peu avant 2 heures, le superintendant Adam Dalglish de Scotland Yard garait sa Cooper Bristol sur le bord herbeux de la route devant l'église de Blightsburg. Puis il entrait dans l'édifice par le portail nord, plongeant dans la blancheur froide et argentée d'une des plus jolies églises du Suffolk. Il se rendait à Monksmere Head, au sud de Dunwich, pour y passer 10 jours de vacances chez une tante célibataire, seul membre restant de sa famille. Blightsburg serait son dernier arrêt.
Il avait quitté son appartement de la City avant que Londres s'éveille et, au lieu de prendre la route directe de Monksmere par Ipswich, il avait filé sur Chelmsford au nord pour pénétrer dans le Suffolk à Sudbury. Après un petit déjeuner à Long Melford, il avait tourné à l'ouest, à Lavenham, puis roulé lentement au gré de son caprice à travers le paysage or et vert de ce comté que l'homme n'avait pas encore gâté. Son humeur se serait parfaitement accordée à la beauté de cette journée, n'eût-il été tracassé par un problème personnel. Une décision d'ordre privé qu'il avait repoussée jusqu'à ses vacances. Allait-il demander à Deborah Risco de l'épouser? Paradoxalement, il aurait trouvé cette décision plus facile à prendre s'il n'avait été certain de la réponse qu'il recevrait. De ce fait, c'était sur lui que retombait la responsabilité de changer un statu quo somme toute satisfaisant, du moins pour lui, et ne pouvait-on pas soutenir que Déborah était plus heureuse maintenant qu'elle ne l'avait été un an plus tôt, et de créer entre eux des liens plus solides? Or, tous deux considéreraient certainement ceci comme indissoluble, quelles qu'en fussent les conséquences. Peu de couples sont aussi malheureux que ceux qui, trop orgueilleux, refusent d'admettre leur échec. Il connaissait certains des écueils que rencontrerait leur ménage. Déborah détestait le métier qu'il faisait et lui en voulait de l'exercer. C'était compréhensible et n'avait pas grande importance en soi. Son travail, c'était lui qui l'avait choisi et il n'avait jamais eu besoin de l'approbation ni du soutien de personne. Toutefois, l'idée de devoir téléphoner chez lui et s'excuser chaque fois qu'il serait retenu à son bureau pour une affaire urgente le décourageait d'avance. Dalglish déambulait sous le magnifique plafond aux poutres cintrées et sentait l'odeur typiquement anglicane de cire, de fleurs et de vieux livres d'hymnes humides. Il se rendit soudain compte qu'il avait ce qu'il voulait à l'instant même où il commençait à se dire qu'il n'en voulait plus. Bien que trop banal pour affecter outre mesure un homme intelligent, cette sorte de désappointement n'en était pas moins déconcertante. Non pas que la perspective de perdre sa liberté le faisait hésiter. Généralement, c'étaient les hommes les moins indépendants qui protestaient le plus contre cet aspect du mariage. Non, pour lui, le plus difficile à accepter était la perte de son intimité, à commencer par celle de son intimité physique. Caressant un lutrin sculpté du XVe siècle, il essaya de s'imaginer habitant avec Déborah dans son appartement de Quint Heights. Déborah serait toujours présente et non plus une visiteuse impatiemment attendue. Elle partagerait sa vie quotidienne, serait sa compagne légale. Au Yard, le moment tombait mal pour ce genre de problème. Le quartier général de la police judiciaire avait subi récemment une importante réorganisation. Inévitablement, celle-ci avait perturbé les alliances, la routine et provoqué rumeurs et mécontentements. Le travail n'en avait pas diminué pour autant. À l'échelon supérieur, on faisait des journées de 14 heures. Bien qu'il eût réussi à la résoudre, la dernière affaire dont il s'était occupé, le meurtre d'un enfant, avait été particulièrement pénible. L'enquête s'était transformée en une chasse à l'homme, chose qu'il détestait le plus et qui convenait le moins à son tempérament. Il avait dû constamment vérifier les faits un par un, gêné dans sa tâche par la publicité donnée à ce crime et par le climat de peur et d'hystérie qui régnait dans le quartier de la victime. Les parents du petit garçon s'étaient accrochés à lui comme des gens en train de se noyer, avides d'une bouffée d'espoir. Ils sentaient encore peser sur lui le poids presque physique de leur chagrin et de leur sentiment de culpabilité. Il avait dû jouer à la fois le rôle de consolateur et de père confesseur, de vengeur et de juge. Cette situation n'avait rien eu de bien nouveau pour lui. Il ne s'était pas senti personnellement concerné, et comme toujours, ce détachement avait fait sa force, de même que l'indignation et l'intense engagement de certains de ses collègues face au même crime auraient fait la leur. Cependant, la tension entraînée par cette affaire subsistait encore, et les vents automnaux du Suffolk ne suffisaient pas à chasser de son esprit certaines images de cet épisode. Aucune femme sensée ne se serait attendue à ce qu'il la demandât en mariage pendant cette période. Déborah l'avait fort bien compris. Tous deux avaient pourtant passé sous silence le fait qu'il avait trouvé le temps et l'énergie de terminer son second recueil de poèmes quelques jours avant l'arrestation de l'assassin. À cette occasion, Dalglish
s'était aperçu avec tristesse que même l'exercice d'un talent mineur pouvait excuser l'égoïsme et l'inertie. Il ne s'aimait pas beaucoup ces derniers temps. Espérer que ses vacances y changeraient quelque chose était peut-être faire preuve d'optimisme. Une demi-heure plus tard, il ferma doucement la porte de l'église derrière lui et entama les derniers kilomètres de son voyage.